Jimmy Page, un nom qui résonne dans les annales de l'histoire du rock comme la force électrisante derrière Led Zeppelin, a captivé le public du monde entier avec ses talents de guitariste inégalés et ses performances impressionnantes. Cependant, les paillettes et le glamour de sa vie publique cachaient un parcours personnel plus sombre et plus tumultueux. Derrière les riffs envoûtants et les solos envoûtants, la vie de Page a été marquée par des chagrins d'amour, des luttes et des tragédies personnelles qui ont contribué à l'effondrement de sa carrière et finalement à la chute de l'une des légendes les plus emblématiques du rock. De la rupture fracassante de Led Zeppelin à son retrait des projecteurs, beaucoup se sont demandé « Qu'est-ce qui a vraiment conduit à la chute de Jimmy Page ?» Dans cet article, nous nous plongerons dans les détails dévastateurs entourant la chute de cette légende du rock. Avant d'aborder la tragédie prenons toutefois un peu de recul et explorons les premiers jours de bonheur qui ont préparé le terrain à son ascension fulgurante. James Patrick Page est né le 9 janvier 1944 dans la banlieue de Heston, à l'ouest de Londres. Son père, James Patrick Page Sr., travaillait comme responsable du personnel dans une usine de revêtements plastiques, tandis que sa mère, Patricia Elizabeth Gaffigan, d'origine irlandaise, était secrétaire d'un médecin local. En 1952, la famille Page déménage à Feltham avant de s'installer finalement à Epsom, dans le Surrey, où Page a passé une grande partie de ses années de formation. C'est au cours de ces premières années que son parcours pour devenir l'un des plus grands guitaristes de l'histoire a commencé à prendre forme. À l'âge de 8 ans, Page s'est inscrit à l'école primaire d'Epsom County Pound Lane. Quelques années plus tard, à l'âge de 11 ans, il a fréquenté l'école secondaire d'Ewell County à West Ewell. C'est à cette époque que Page a découvert une guitare espagnole pour la première fois. Les origines de la guitare étaient un peu mystérieuses. On ne savait pas si elle avait été laissée par un ancien occupant de leur maison ou si elle avait été offerte à la famille par un ami. Malgré l'ambiguïté entourant son arrivée, la guitare s'avérerait être un élément central dans la vie de Page. À l'âge de 12 ans, Page commença à gratter les cordes de cette guitare, déclenchant une passion pour la musique qui ne le quittera jamais. Bien qu'il ait pris quelques leçons dans la ville voisine de Kingston, il était en grande partie autodidacte, développant ses compétences par la pratique et l'expérimentation. Un ami nommé Rod Wyatt, qui était légèrement plus âgé, joua un rôle important dans les débuts de Page à la guitare. Avec un autre compagnon, Pete Calvert, ils s'entraînaient fréquemment ensemble chez Page. Pendant cette période, Page se consacre à son instrument, passant 6 à 7 heures par jour à perfectionner son art. Il est tellement dévoué à la guitare qu'il l'emmène même avec lui au lycée, bien qu'elle soit souvent confisquée par les professeurs et ne lui soit rendue qu'après les heures de cours. Les légendes d'Ourkakin du rockabilly comme Scotty Moore et James Burton, qui ont joué avec Elvis Presley, ont eu une influence majeure sur le jeune Page. Une chanson en particulier, Baby Let's Play House d'Elvis Presley, l'a incité à prendre la guitare et à commencer à jouer. Plus tard, Page a rendu hommage au style de Scotty Moore lors d'une interprétation en direct de Whole Lotta Love dans The Song Remains the Same. Sa première guitare était une Hofner President acoustique, qu'il a achetée avec l'argent économisé en livrant du lait pendant les vacances d'été. Alors que la passion de Page pour la musique s'épanouissait, son désir de se forger une carrière dans la musique devint irrésistible. Comment ce talent prodigieux est-il passé du statut de guitariste écolier à celui de l'un des musiciens les plus célèbres de son époque ? L'histoire de l'ascension de Jimmy Page vers la célébrité est une grande histoire pleine de détermination, de lutte et de moments de génie. À l'âge de 15 ans, Page a pris la décision audacieuse de quitter l'école secondaire de West Ewell pour poursuivre une carrière dans la musique. Cette décision n'a pas été sans controverse. Son départ de l'école a fait suite à un conflit important avec la directrice adjointe de l'école, Mademoiselle Nicholson, qui critiquait ses aspirations musicales. Malgré ces difficultés, Page était déterminé à poursuivre son rêve. Quittant l'école à l'âge le plus précoce autorisé, Page avait déjà obtenu 4 GCE O-Levels, un résultat scolaire respectable. Mais son cœur était fermement tourné vers la musique et le manque de soutien de la part de certains responsables de l'école ne fit pas grand-chose pour le dissuader. Cependant, la route du succès était loin d'être facile. Trouver des concerts réguliers et des membres de groupes fiables s'avéra difficile. Page se souviendra plus tard que les opportunités étaient rares, il jouait donc partout où il le pouvait, faisant souvent équipe avec divers musiciens et groupes qui pouvaient organiser des concerts. Entre 1960 et 1961, Page a travaillé aux côtés du poète Beat Royston Ellis lors de récitals au Mermaid Theatre.
Il a également joué avec le chanteur Reddy Lewis, qui avait été impressionné par la performance de Page avec The Paramounts au Contemporary Club, d'Epsom. Lewis recommanda Page à son manager, Chris Tidmarsh, et Page remplaça le guitariste Bobby Oates dans le groupe connu sous le nom de The Red Caps. Son talent attira l'attention de Neil Christian, un autre chanteur qui invita Page à rejoindre son groupe, The Crusaders. Christian avait vu Page se produire dans une salle locale et avait été immédiatement séduit par son talent. Page a passé environ 2 ans en tournée avec les Crusaders et a contribué à plusieurs de leurs enregistrements, dont le single de 1962, The Road to Love. Cependant, son séjour avec le groupe a été écourté lorsqu'il a contracté une mononucléose, ce qui l'a contraint à quitter la tournée et à faire une pause dans la musique pour se rétablir. Pendant cette pause, Page s'est adonné à une autre passion créative, la peinture, et s'est inscrit au Sutton Art College dans le Surrey. Tout en étudiant l'art, Page a continué à jouer de la musique. Il se produisait régulièrement au Marquee Club avec divers groupes, dont Cyril Davies All-Star et Alexi Corners Blues Incorporated. Page a croisé la route d'autres guitaristes de renom de l'époque, dont Jeff Beck et Eric Clapton. Un soir, Page fut remarqué par John Gibb de Brian Howard and the Silhouettes, qui l'invita à enregistrer des singles pour Columbia Graphophone Company. Ce fut le début de la carrière professionnelle de Page en tant qu'ingénieur du son. Après de brefs passages dans plusieurs groupes, dont Carter Lewis and the Southerners, Mike Hurst and the Method et Mickey Finn and the Blue Men, Page se tourna vers le travail de session. Il adopta le pseudonyme Lil Jim P, pour éviter toute confusion avec un autre guitariste de studio anglais bien connu, Big Jim Sullivan. Au début, Page bénéficiait d'une grande liberté de création lors des séances d'enregistrement, car il ne savait pas lire la musique à l'époque. Son talent brut et sa capacité à improviser ont fait de lui un guitariste de studio très recherché. La réputation de Page en tant que musicien de studio s'est rapidement développée, et il est devenu l'un des favoris du producteur Shel Talmy, ce qui lui a ouvert les portes de collaboration avec des groupes de renom tels que The Who et The Kings. Il a joué de la guitare acoustique à 12 cordes sur 2 morceaux du premier album des Kings, I'm a Lover Not a Fighter et I've Been Driving on Bald Mountain, et aurait contribué à la phase B, I Gotta Move. Il a également joué de la guitare rythmique sur le premier single des Who, Je ne peux pas expliquer, et de la guitare solo sur la phase B, La Femme Chauve. Page a beaucoup travaillé en studio entre 1964 et 1965. Il a contribué à de nombreux morceaux, parmi lesquels As Tears Go By de Marianne Faithfull, Everyone's Gone to the Moon de Jonathan King, Art of Stone et We're Wasting Time des Rolling Stones et Baby Please Don't Go de Them. Il a également travaillé sur des morceaux pour Downtown de Petula Clark et Goldfinger de Shirley Bassey. En 1965, Page s'était imposé comme un guitariste de studio incontournable. Son travail avec le producteur Andrew Loog Oldham, qui dirigeait les Rolling Stones, lui a ouvert de nouvelles opportunités, notamment en tant que producteur maison et responsable A&R pour le tout nouveau label Immediate Records. Ce rôle lui a permis de produire et de jouer sur des morceaux d'artistes tels que John Mayall, Nico et Eric Clapton. Page a également collaboré brièvement avec Jackie DeShannon, une auteure-compositrice-interprète et une relation amoureuse sur plusieurs compositions. En tant que musicien de studio, Page était au cœur de la scène musicale londonienne en plein essor, jouant sur d'innombrables enregistrements emblématiques. Cependant, ses ambitions allaient au-delà du travail de studio et, en 1966, il est passé de musicien de studio à membre à plein temps de l'un des groupes les plus en vogue de Grande-Bretagne à l'époque, The Yardbirds. À la fin de l'année 1964, Jimmy Page avait déjà été approché pour remplacer Eric Clapton dans le groupe The Yardbirds, mais il avait d'abord décliné l'offre par loyauté envers Clapton. Lorsque Clapton quitta officiellement le groupe en 1965, Page se vit à nouveau proposer le poste. Cependant, conscient des conséquences physiques que les tournées pouvaient en avoir sur sa santé et réticent à l'idée de quitter sa lucrative carrière de musicien de studio, Page recommanda plutôt son ami Jeff Beck pour le poste. Bien qu'il n'ait pas rejoint les Yardbirds tout de suite, l'occasion se présenterait bientôt à Page. En 1966, il participa à une session d'enregistrement qui allait s'avérer déterminante dans sa carrière. Avec Beck, le batteur Keith Moon, le bassiste John Paul Jones et le claviériste Nicky Hopkins, Page enregistre Beck's Bolero au studio IBC de Londres. Cette session alimente le désir de Page de former un super groupe avec Beck, Moon et John Entwistle des Who.
Malheureusement, le projet ne se concrétise jamais et Page continue à travailler en studio. Plus tard cette année-là, Page assista à un concert des Yardbirds à Oxford et apprit que le bassiste Paul Samuel Smith quittait le groupe. Page proposa immédiatement de remplacer Samuel Smith et son offre fut acceptée. Au début, Page jouait de la basse, mais il passa rapidement à la guitare solo aux côtés de Jeff Beck. La formation à 2 guitares a apporté une nouvelle dimension au son du groupe, mais les tensions au sein du groupe et les tournées constantes ont commencé à faire des ravages. Beck a finalement quitté le groupe, laissant Page comme seul guitariste. Malgré les conflits internes, les Yardbirds ont continué à se produire et à enregistrer avec Page comme guitariste principal. Ils ont sorti plusieurs singles, dont Happenings 10 Years Time Ago, sur lequel Beck et Page étaient tous deux à la guitare. Cependant, le succès commercial du groupe a décliné et ils se sont séparés en 1968. Après la dissolution des Yardbirds, Page avait encore des obligations contractuelles à remplir pour une tournée en Scandinavie. Pour honorer ses engagements, il forme un nouveau groupe, réunissant Robert Plant au chant, John Bonham à la batterie et John Paul Jones à la basse. Au départ, ils se produisent sous le nom de The New Yardbirds, mais Page décide rapidement de renommer le groupe. S'inspirant d'une blague de Keith Moon sur le fait que leur projet allait tomber à l'eau, Page baptise le groupe Led Zeppelin. Sous la direction de Peter Grant, Led Zeppelin est rapidement devenu l'un des groupes de rock les plus populaires et les plus influents de l'histoire. Leur premier album éponyme, sorti début 1969, présentait une fusion révolutionnaire de blues, de hard rock et de musique folk. Les talents de producteur de Page et son utilisation innovante du studio, associée à son jeu de guitare virtuose, ont permis au groupe de se démarquer de ses contemporains. L'ascension de Led Zeppelin vers la gloire fut fulgurante. Au début des années 1970, ils faisaient un sale comble dans le monde entier et battaient en côté des records d'affluence avec leurs performances épiques en live. Leur musique évoluait à chaque album, incorporant des éléments de folk, de musique du monde et même de rock progressif. Cependant, le succès massif du groupe s'accompagna de défis personnels, de toxicomanie et de tragédie. Au milieu des années 1970, des fissures ont commencé à apparaître dans la façade apparemment invincible de Led Zeppelin. L'intense programme de tournée du groupe, associé à des fêtes excessives et à la toxicomanie, a eu des conséquences néfastes sur tous ses membres, en particulier Page. Sa dépendance à l'héroïne s'est aggravée au fil des ans, entraînant un comportement erratique et affectant ses performances sur scène. Lorsque Led Zeppelin entama sa tournée nord-américaine en 1977, la dépendance de Page était de plus en plus visible. Des tragédies personnelles vinrent aggraver les problèmes du groupe. En 1977, le fils de Robert Plant, Carac, mourut d'une infection de l'estomac, ce qui bouleversa le chanteur et entraîna l'annulation du reste de la tournée. Le groupe se retira de la scène publique et la dépendance de Page s'aggrava pendant cette période. En 1980, la tragédie frappa à nouveau lorsque le batteur John Bonham mourut après une nuit de beuverie chez Page. La mort de Bonham marqua la fin de Led Zeppelin. Le groupe se sépara officiellement plus tard dans l'année et Page, profondément affecté par la perte de son ami, se retira de la scène musicale pendant plusieurs années. Après la dissolution de Led Zeppelin, la carrière de Page a connu des hauts et des bas. Il a formé des groupes éphémères comme The Firm et collaboré avec des artistes tels que David Coverdale. Il a également contribué à plusieurs bandes originales de films, dont Death Wish 2. Cependant, ses projets post-Led Zeppelin n'ont pas atteint le même niveau que son travail avec Led Zeppelin. Page a finalement surmonté sa dépendance à l'héroïne au début des années 1980, mais les problèmes juridiques ont continué à le suivre. Il a été arrêté 2 fois pour possession de cocaïne, mais a réussi à éviter la prison. Malgré ses revers, Page a continué à faire de la musique, retrouvant Plant pour plusieurs projets à succès, dont la performance MTV Unplugged en 1994 et l'album Walking into Clarksdale. Le parcours de Jimmy Page, des sommets de la célébrité rock aux profondeurs de la dépendance et de la perte personnelle, est une histoire de triomphe et de tragédie. Son génie de guitariste et de producteur a révolutionné la musique et laissé une marque indélébile dans l'histoire du rock. Pourtant, comme tant d'artistes, les pressions de la célébrité, les luttes personnelles et la toxicomanie ont finalement fait dérailler sa carrière à son apogée.
Si l'héritage de Led Zeppelin reste intact, les démons personnels de Page et les pertes dévastatrices qu'il a subies révèlent un côté plus complexe et plus humain de la légende du rock.